Bonjour tout le monde, bienvenue au Bercail. Moi c'est Rachel. Aujourd'hui je vous présente le portrait de Patrick Mulumba qui est PDG de Logix Africa. C'est un jeune entrepreneur qui a décidé de quitter le Canada pour venir installer son entreprise à Kinshasa. Aujourd'hui il va nous parler de son parcours mais aussi les raisons qui l'ont motivé en tant qu'entrepreneur à venir s'installer au Bercail. Alors bonjour Patrick. Bonjour Rachel. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Donc avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses me donner une petite introduction de qui tu es, te présenter un peu rapidement. Ok, je m'appelle Patrick Mulumba, je suis président du groupe Logix Africa, qui est une entreprise qui travaille principalement dans le secteur agricole, même si nous avons d'autres activités sur toute la chaîne de valeur agricole, que ce soit l'exploitation, la distribution et la production des intrants agricoles. Et aussi, nous accompagnons des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le secteur agricole, en plus d'offrir des formations et des masterclass en entrepreneuriat agricole. C'est un peu ça, nous sommes en RDC depuis 2018. Principalement, comme je dis, dans le secteur agricole, mais nous investissons aussi un peu de notre temps dans la technologie et dans les projets d'impact ou les projets de développement. Très bien, merci beaucoup. Donc, moi j'aime bien, lorsque j'ai mes invités, j'aime jouer à un petit jeu question de briser la glace et aussi pour que les gens qui regardent la vidéo puissent apprendre à te connaître un petit peu plus. Okay. Côté personnel. Alors, est-ce que tu es plus introverti ou extraverti? En fait, pour moi, c'est une question un peu compliquée parce que pour le travail, je dois être, je dirais, extraverti. Donc, je dois parler souvent de mon entreprise, je suis le visage de l'entreprise, je dois faire beaucoup de promotion pour l'entreprise. Mais en réalité, je suis quelqu'un de très introverti, ça veut dire je préfère rester à la maison tout seul avec un bon film noir et blanc, une pizza. Je peux faire 2 semaines à la maison sans regarder l'extérieur, même par la fenêtre, tu vois. Donc de ce côté-là, j'ai ce côté très, c'est pas solitaire, où j'aime être seul. Et puis, mais je dois m'efforcer pour être en groupe. Je n'aime pas les grands événements, je n'aime pas être au milieu de beaucoup de gens, mais je suis obligé de le faire pour le travail. Donc dans ta vie personnelle, tu es plus introverti, mais en tant qu'entrepreneur et surtout en tant que président de ton propre entreprise, je dois être extraverti. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu es plus foufou ou hamburger? Ah, foufou, hein? Non, foufou ou pizza? Oh, foufou. Foufou. Le foufou passe avant la pizza. Bien sûr. La pizza, c'est comme une tradition, hein? Que j'aime beaucoup la pizza. Tu as vendu la mèche sans me demander, mais j'aime beaucoup la pizza, oui. Mais en tout cas, si je devais choisir mon dernier repas. Oui, j'étais condamné à mort et puis mon dernier repas, ça serait le foufou, le pondu, le Thompson avec du piment. Ok, d'accord. Et puis le foufou, tu manges ça avec les mains ou plutôt fourchette? Il y a une autre manière de manger le foufou qu'à part les mains. On mange avec les mains. Les baguettes. Moi, je trouve ça vraiment insultant, les gens qui mangent les foufous avec... Je pense que c'est un complexe du colonialisme. Chacun son choix. Il y a du bien, il y a des gens qui veulent pas. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas aussi. Il y a des choses aussi qu'on ne fait pas. Il ne faut pas insulter le foufou quand même. On insulte le foufou, ok. C'est ça. Et voilà, donc si tu devais rencontrer ton acteur préféré ou une personne qui t'a inspiré dans ta vie, quelle est la question que tu lui poserais? Un acteur. Soit un acteur, un écrivain, une personne qui t'a inspiré ou quelqu'un que tu admires ou quoi? Mais la personne qui m'inspire et la personne que j'admire, les personnes que j'admire beaucoup, je les rencontre tous les jours en fait. Okay. Ce sont mes employés, certains de mes partenaires. Mais si je devais choisir une personne qui m'inspire beaucoup, ça serait mon père. Et lui aussi, je lui parle tout le temps. Ouais. Maintenant, si on devait aller plus à l'extérieur de ça, je dirais, ça serait Denzel Washington. Ok, l'acteur. Oui, parce que je trouve, quand tu suis les médias, tu suis
c'est quelqu'un qui a atteint vraiment un très haut sommet, mais il n'a jamais de scandale sur lui. Il n'a jamais des trucs négatifs dits sur lui, que ce soit comment il travaille avec les autres, que ce soit dans sa vie personnelle. Je trouve ça, je lui poserai comment il fait pour balancer le spotlight, d'avoir toute cette visibilité et avoir toute une génération de gens qui le suivent, qui veulent être, qui suivent dans ce pas ou bien qui sont inspirés par lui, mais il reste humble et il est capable aussi de sectionner sa vie privée c'est ça. Ok. Super. Donc là, on va aller dans le vif du sujet de l'entrevue. La raison pourquoi je voulais t'avoir sur ma chaîne, en fait, c'est parce que tu es un jeune de la diaspora. Jeune, je suis plus jeune, hein? Tu es encore jeune de la diaspora. On est jeune jusqu'à ce qu'on meure. Okay. Donc, tu as décidé de quitter le Canada pour venir t'installer au Congo et surtout aussi installer ton entreprise au Congo. Donc, j'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de ce processus-là, en fait. D'où est-ce que tu as commencé d'abord, donc ton parcours professionnel et ton parcours académique et ton parcours professionnel? Ok. Et parcours académique, moi je suis né ici en RDC, mais j'ai quitté quand j'étais très jeune. Mes parents sont des missionnaires et ils ont été envoyés un peu partout en Afrique pour travailler pour l'Église. Donc j'ai quitté très jeune. L'école primaire, je l'ai fait dans plusieurs pays, Rwanda, Nigeria, Côte d'Ivoire. Et l'école secondaire, je suis allé à un internat américain au Kenya, Maxwell Adventist Academy. Okay. C'est là que j'ai fait la partie secondaire et ensuite je suis parti aux États-Unis. D'abord au Texas et ensuite en Floride pour la partie universitaire. Okay. Et ensuite, j'avais les ambitions de devenir médecin. Là, je suis parti au Canada pour la partie école de médecine. C'est un peu ça le parcours. Donc j'ai étudié la biochimie, sciences biomédicales. J'ai fait un mineur en psychologie cognitive. Et ensuite, je suis parti à l'université. Je suis parti au Canada, c'était pour poursuivre les rêves de devenir médecin. Mais les circonstances ont fait que c'est les affaires, oui, c'est les affaires qui ont eu le plus grand appel et je suis allé dans les affaires. J'ai eu quelques entreprises qui n'ont pas vraiment bien fonctionné. Une a quand même bien fonctionné et ensuite avec cette expérience, les échecs, moi je crois vraiment qu'on apprend de ces échecs plus que des réussites. Ouais. Et surtout au niveau de l'humilité. Et c'est là maintenant que j'ai lancé Logix en 2015. Okay. Parcours professionnel, j'ai travaillé dans le secteur médical, ambulancier, spécialiste en urgence, dans les centres médicaux. Après, je suis parti dans la logistique. J'ai complètement basculé dans la logistique. La vente, je me suis vraiment spécialisé en vente et marketing. Et c'est après tout ça, en fait, que je me suis lancé dans les affaires, dans l'agriculture. En fait, j'ai toujours voulu faire l'agriculture, être agriculteur, mais c'était pas dans les plans de la famille congolaise. Hein. Quand tu parles d'agriculteur, c'est... Je vais faire les bilangas. C'est ça. D'accord, parfait. Donc c'est vraiment la vente qui a suscité cet intérêt de partir, de débuter sur... Oui, en fait, c'est la logistique. C'est la logistique plus que la vente. J'ai travaillé comme directeur chez UPS et c'est là vraiment que j'ai découvert que j'aimais beaucoup créer une idée et puis les mettre en œuvre à l'intérieur d'une entreprise. Tu vois? Et puis je trouvais toujours des lacunes à ce que UPS faisait. Et je me disais, mais pourquoi je continuais à me débattre à l'intérieur de UPS pour faire changer les choses. Avec les vice-présidents, avec tout ça, on avait toujours des prises de tête, malgré que je performais très bien. Alors j'ai décidé d'aller faire mes propres affaires. Oui, oui. J'ai jamais été heureux en travaillant pour quelqu'un, ça c'est sûr. Okay. Oui. Peut-être que tu es un entrepreneur dans l'âme en fait. En fait, je ne pense pas que je suis entrepreneur dans l'âme. Je pense que j'aime la liberté. Okay. J'aime la liberté et puis j'aime avoir un contrôle sur ce que ma destinée. Tu vois? Que ce soit la réussite ou l'échec,
je veux que ça soit à cause de moi. Hein, pas que je suis à la rue parce qu'une entreprise a échoué. Hein, et puis j'ai pas d'emploi. Tu vois, ou bien l'employeur a décidé de vendre son entreprise à quelqu'un d'autre. Et moi je me retrouve en train de trouver mon prochain, en train de chercher mon prochain contrat. Tu vois, c'est ce genre d'ambiguïté là que je ne voulais pas. Ouais. J'aime bien le fait que tu dises avoir le contrôle en fait sur, je pourrais dire, sur ta destinée ou sur ta vie, dans le sens où tu voudrais pas te retrouver à la rue parce qu'un employeur t'a let go, bon, ils t'ont renvoyé ou bien ils ont fermé leur entreprise, ce qui est malheureusement le cas de plusieurs personnes au Congo, où il y avait le président ou bien il y avait le manager, on a mis le manager dehors et puis là c'est toute l'équipe qui travaillait avec le manager qui eux aussi ils ont été mis à la porte et des fois ensuite ça commence à devenir compliqué, donc les gens ici ont souvent ce problème là de ne pas avoir le contrôle de leurs actions ou sur leur vie ou quoi que ce soit parce qu'ils dépendent absolument d'un employeur. Oui, et aussi il n'y a pas de grandes entreprises ici. Donc il y a certaines multinationales, les compagnies de télécom, mais il n'y a pas de grandes entreprises congolaises. Ça veut dire des entreprises qui ne dépendent pas d'un président ou d'un CEO. C'est une entreprise qui dépend des actionnaires, qui dépend d'un conseil d'administration, tout ça. Donc ce genre de structure offre une meilleure stabilité. Par exemple, quand je parle de UPS, c'est la plus grande compagnie de logistique dans le monde. Elle est plus grande même que DHL, mais ça fait 100 ans qu'elle existe. Elle a été créée le 28 août 1909 et elle existe jusqu'à aujourd'hui. Elle est au top jusqu'à aujourd'hui. Mais le fondateur, il est mort depuis longtemps. Mais la compagnie continue sans lui. Et sans même les membres de sa famille, tu vois. Donc, mais cette stabilité ici n'existe pas. Quand le leader meurt, c'est toute l'entreprise qui tombe, la famille se divise les biens et c'est foutu. Ou bien parfois c'est l'État même qui cause la chute de la majorité des entreprises. Donc l'employé n'a pas cette stabilité-là. Moi je ne suis pas contre ceux qui veulent être employés. Je pense que ça serait un peu contradictoire que moi je veux. Un des objectifs de mon entreprise, c'est d'avoir 600 000 employés au Congo. Okay? 600 000 Oui, je pense 600 000 dans toutes les provinces. Parce que je pense qu'avec les terres agricoles que nous avons, 600 000 employés, c'est rien. Mais si je veux avoir 600 000 employés, je ne peux pas dénigrer l'employé. Je dois l'encourager, je dois le former, je dois lui donner l'environnement qu'il aura besoin pour vouloir rester à mon entreprise jusqu'à sa retraite. Pourquoi pas même ses enfants vont vouloir aussi travailler pour l'entreprise. Mais pour ça, il faut que tu aies le mindset à long terme. Donc tu dois aussi mettre en place la structure qui va faire en sorte que l'entreprise va survivre, même après toi, même après tes enfants, etc. Oui, exactement. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que dans le court terme, beaucoup de gens regardent les décisions et ils ne vont pas comprendre pourquoi tu prends telle ou telle décision et c'est parce que la majorité des gens ne sont pas capables de voir le long terme. La majorité des gens, le long terme c'est 3 ans, c'est 5 ans, mais ce n'est pas une vision claire, définie, dire vraiment dans 10 ans je vais faire ça et aujourd'hui je prends les étapes nécessaires pour y arriver. Tu vois, c'est un rêve. Mais pour moi, ce n'est pas un rêve, c'est vraiment une vision, quoi. Alors je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses, incluant ma réputation, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Toi, tu connais la vision, tu connais où est-ce que tu t'en vas, mais les gens autour, nécessairement, c'est pas tout le monde qui va comprendre la vision. C'est ça, ouais. Mais après que tu aies dit tout ça, tu as mentionné que l'État et parfois l'organisme bien qui va faire en sorte que les entreprises ne vont pas réussir, certaines entreprises ne vont pas réussir au Congo. En ayant tout ça comme information, pourquoi est-ce que tu as décidé de venir t'installer quand même au Congo pour lancer ton entreprise au lieu de le faire au Canada où généralement l'État est là pour supporter, épauler, encourager les entrepreneurs? Parce que pour moi, je ne trouvais pas que j'aurais de l'impact au Canada. Ça veut dire que la majorité des choses ont déjà été faites. Et
le added value, la valeur ajoutée, est très difficile à atteindre. Ça veut dire qu'il faut vraiment se différencier des autres pour pouvoir réussir. Maintenant, au Congo, tout est à faire. C'est même le télécom qui est dominé par 3 ou 4 entreprises. La majorité du pays n'est pas encore couvert par le télécom. Ça veut dire que si une nouvelle entreprise venait aujourd'hui, se disait moi je me concentre en milieu rural, il aura plus de 70 millions de clients. Tu vois? Donc au Congo, on n'a pas encore le besoin d'aller à la fine pointe de la technologie. Présentement, on doit résoudre des problèmes structurels, des problèmes fondamentaux. Et dans la solution de ces problèmes fondamentaux, on peut vivre l'âge industriel. Ça veut dire la révolution industrielle. Parce que quand tu regardes dans les pays développés, les gens qui contrôlent maintenant, on voit les compagnies tech dehors, c'est des milliardaires, mais les gens vraiment qui sont prospères, c'est des industriels. C'est sur les dos des industriels que l'Occident se construit. Là, le secteur du fer, le secteur du transport, les rails, les routes, les ponts, l'agriculture. Et c'est ces gens-là qui ont développé. Les ponts, mots-clés au Congo, les routes et les ponts. Maintenant, c'est ces choses-là qui ont permis à créer le soubassement ou la fondation pour ensuite se développer très rapidement. Maintenant, nous au Congo, nous n'avons pas encore cette fondation, mais nous cherchons des initiatives ou des projets à faire qu'on pense qu'on va développer très rapidement. Mais c'est comme construire sa maison sur le sable versus construire sa maison sur le rocher. Comme et moi, je veux courir avant d'apprendre à marcher à 4 pattes, marcher, etc. Oui. On veut courir, mais on n'a pas encore appris à marcher. Et moi, je veux construire le rocher. Parce que le rocher est plus important que la maison. Mais c'est vrai, parce que le rocher, non, je ne dis pas que je veux être le seul rocher. J'ai dit, je pense qu'il faut investir dans le rocher. Parce que le rocher, c'est ça qui tient tout debout. Et les gens qui vont contribuer à la création de ce rocher, sur laquelle la RDC va se développer, c'est ces gens-là qui auront la capacité de prendre certaines décisions importantes dans le pays pour l'amener vers l'avant. Tu vois, mais aussi de se faire beaucoup d'argent. Okay. Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de choses super intéressantes que tu as dit. On pourrait parler énormément, peut-être faire un part 2 parce qu'il y a vraiment des questions qui me viennent en tête. Ouais. Et je pense que les gens qui regardent la vidéo aimeraient qu'on puisse dive in, mais sinon on va parler pendant 4 heures. Ouais. La prochaine question que j'aimerais savoir, c'est quelles ont été les difficultés pour toi, en tant qu'entrepreneur surtout, de venir installer ton entreprise à Kinshasa. Si on parle vraiment des main ones, les grosses difficultés. Je pense que les premières difficultés, c'est juste naviguer le contexte de l'administration publique. Qu'est-ce que je dois avoir comme agrément, qu'est-ce que je dois avoir comme permis, qu'est-ce que je vais... Quel ministère je dois aller voir pour tout ça. Et ensuite la taxation. La taxation, ça fait peur. Et c'est terrible, c'est très mal structuré. Donc tout ce côté administratif, gouvernemental, moi c'était vraiment un grand problème. La deuxième chose, je dirais, c'est l'infrastructure. Tu vois, par exemple au Canada, si je pars prendre un bureau, on va me demander de signer un contrat, je paye mon premier mois. Au pire, je vais donner le premier mois et le dernier mois comme sécurité ou bien comme garantie. Et là, on commence. Je suis payé, je paye mon loyer chaque mois. J'appelle une entreprise, le lendemain, on m'installe Internet. J'ai besoin de meubles, le lendemain, on m'installe des meubles. Ouais. Et quand on m'amène des meubles, je peux choisir de payer $30 par mois pour mes meubles, pour le crédit. Donc, c'est-à-dire que tu es capable de démarrer ton entreprise très rapidement. Mais ici, on va te demander 6 mois de loyer et des mois anticipatifs. 6 mois de loyer comme garantie. Ensuite, les mois anticipatifs. Ensuite, les loyers là sont très chers si tu veux avoir un très bon bureau. Donc, le coût de démarrage est énorme. Et ça va dans des choses qui ne sont pas importantes pour le développement de ton entreprise. Donc, tu te vois mettre des 50 000, 60 000 $ dans la poche de quelqu'un au lieu de mettre cet argent-là
dans le développement de ton entreprise. Et si tu invites quelqu'un de l'État pour venir à ton bureau, et tu as un petit bureau quelque part à Bandal, ben il ne va pas te considérer. Il te considère pas. Mais au Canada, tu peux avoir ton entreprise enregistrée chez toi à la maison. Dans ton sous-sol. Oui, tu rencontres la personne dans un coworking qui est ouvert à tout le monde et il te respecte. Oui, et il te respecte parce que c'est l'idée et le contenu de ton entreprise qui est plus important. Ouais. Je pense que les gens ne pensent toujours pas à ça. Et l'autre chose, c'est la main-d'œuvre. Trouver une main-d'œuvre qualifiée, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors nous on a pris la stratégie très tôt avec mon partenaire de prendre une main-d'œuvre assez bonne et la former nous-mêmes. Ouais. La former continuellement. Alors ça fait que c'est beaucoup d'investissement, mais ça fait aussi que ça va me prendre plus de temps à faire plusieurs tâches de l'entreprise jusqu'à ce que oui. Mais l'évolution avec mes employés, c'est très rapide. Tu vois qu'ils apprennent très rapidement parce qu'ils n'ont pas déjà des idées préconçues. Si tu prends quelqu'un en licence, un master, ben, il t'amène ces idées préconçues de l'université et c'est très difficile d'accompagner ou de former une personne comme ça. Donc ça serait ça les trois choses que moi je trouve sont des barrières ou bien des obstacles à venir s'installer ici rapidement et démarrer les activités. D'accord. Mais depuis en fait que tu t'es installé et que tu as commencé tes activités, est-ce que tu dirais qu'il y a plus de points positifs à être un entrepreneur au Congo qu'au Canada ou plus de points négatifs? Encore là, ça dépend. Si tu es un vrai entrepreneur, tu as plus de points positifs à être au Congo. Parce que normalement... Malgré les obstacles. Non, au fait, à cause des obstacles. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que le but d'être entrepreneur, la définition d'être entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes. Et en RDC, il y a des problèmes en tabarouette. Okay? Comme on dit au Québec. Des problèmes, oui. C'est une montagne de normalement, un entrepreneur qui vient ici devrait avoir un orgasme entrepreneurial parce qu'il y a tellement de problèmes à résoudre et tous ces problèmes offrent des opportunités immenses. Et parfois, c'est des petits trucs, comme des centres d'amusement pour les enfants. On est 18 millions de personnes et tu peux les compter à la main les endroits où tu peux amener les enfants. Donc je veux dire, tu ne t'ennuies pas. Non seulement les opportunités viennent de partout, mais tu as vraiment la chance de faire un petit geste qui a un grand impact. Un grand impact, oui. Tu vois, c'est ça la différence par rapport à d'autres endroits. Ouais. Au Canada, tu fais un petit geste, mais ça n'a aucun impact. Ça tombe dans l'océan parce que tout est tellement saturé. Exactement. On a déjà tout. C'est vrai ce que tu dis. Si tu es un vrai entrepreneur, donc une personne qui aime résoudre des problèmes, venir avec des solutions, ici, le Congo est... Je pense que l'Afrique en général, donc on va plus parler du Congo, c'est l'Eldorado des entrepreneurs en fait. Mais la clé, ce n'est pas venir avec des solutions. La clé, c'est développer des solutions. Après être venu, tu as vu le problème, tu as étudié le problème et tu développes les solutions. Oui, souvent, je trouve que les gens de la diaspora amènent des choses du Canada, des États-Unis, de l'Europe dans une petite boîte. Ils amènent ça et ça ne va pas fonctionner au Congo. Et ils se disent, mais pourquoi ça ne fonctionne pas au Congo? Le Congo n'est pas moi. Mais ton affaire du... Il n'y a pas le rocher. Est-ce qu'il y a la roche? Oui. Par exemple, au Canada, tu connais la compagnie Bixi. Oui. Au Canada, c'est les vélos sont là, ils sont partout. Tu as ta carte, tu vas prendre ton vélo. Mais imagine mettre des vélos comme ça, ici à Kinshasa, libres. Mais tu ne vas pas retrouver un seul vélo. En 2 secondes. Donc il faut modifier la stratégie. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais il faut modifier la stratégie. Et si la personne n'est pas capable de voler le vélo, il va voler le pneu. Les ampoules. C'est ça quoi, tu vois. Donc je banalise un peu, mais c'est juste pour dire qu'il faut venir avec des idées, mais pas une solution. Ok. Oui. Avec des idées, mais pas la solution. Mais la solution, tu dois la créer ici. Il faut la créer ici. Oui. Donc, même si tu t'inspires de l'Occident, mais il faut que ça soit adapté aux besoins, aux réalités d'ici. Donc, l'entrevue tire à sa fin.
J'ai tellement de questions qui me viennent en tête que j'aimerais pouvoir explorer, mais comme je dis, on va parler pendant 4 heures. Oui. La dernière chose que j'aimerais que tu puisses peut-être partager avec nous, tu l'as un peu mentionné, c'était quoi le conseil que tu avais pour les gens de l'Occident, pour la diaspora. Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu avais un mot ou un conseil à donner à la jeunesse du Congo et la jeunesse congolaise de la diaspora, ça serait quoi? Moi, je ne suis pas bon dans les un mot, je parle un peu trop. Mais essaye de garder ça dans le plus bref. Oui, je dirais que dans toutes les générations, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des générations qui sont appelées à faire un peu plus que les autres. Tu vois, ça veut dire sacrifier plus. Par exemple, pendant les générations où il y avait des guerres, aller en guerre pour défendre la liberté, pour défendre le mode de vie, préserver la démocratie et tout ça. Il y a des périodes où c'était sacrifier les biens, comme en Corée du Sud, où tout le monde a donné pour relancer l'économie. Oui. Je pense qu'en Afrique, en général, en particulier en RDC, nous sommes dans cette génération-là. Ça veut dire que nous avons présentement environ 30 ans, à mon avis, où que si on ne fait rien, si l'Africain ne comprend pas que le développement, mais surtout l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance des pays africains dépend sur lui individuellement, pas un politicien, pas un employeur, pas l'Europe, que ça dépend de lui individuellement, nous allons perdre l'Afrique à jamais. Okay. Et quand je parle de perdre l'Afrique, je parle de perdre l'indépendance économique, l'indépendance au niveau de la sécurité, l'armée, l'indépendance au niveau des minéraux, de notre sol. On va tout perdre. Donc ce n'est plus le temps de se dire « Oh, au Congo c'est comme ça et les gens volent, les gens sont mauvais, les gens… » C'est au fait, la génération, on doit sacrifier, se dire c'est vraiment notre responsabilité à nous maintenant de bâtir le Congo, de préparer le Congo à ce qui va venir. Parce que ce qui va venir, parce que arrête de m'interrompre. Parce que ce qui va venir est pire que ce qu'on vit maintenant. Ouais. Okay? La Chine est en train de venir en Afrique. L'Europe et les États-Unis se débattent pour avoir la monopolie de l'Afrique. L'Inde, la Turquie, le Liban, tout le monde vient en Afrique. Eh oui. Et nous sommes en train de rêver d'aller en Europe. D'aller en Europe. Vous voyez? Tout le monde vient en Afrique, mais les Africains veulent aller ailleurs. Oui. Alors si on continue à se faire des bébés là-là, se plaindre de la facilité à l'échec en RDC, la difficulté et tout ça, quelqu'un d'autre va venir le faire pour nous. Moi, je suis choqué, je pars en milieu rural, je vois un Chinois assis à côté d'un barrage sur la route, ils ont mis un péage en bois. Ouais. Et les gens s'arrêtent et ils payent. Ils payent aux Chinois. Oui, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas il a fait la route, il a investi, il est là et on respecte. Okay. Mais nous, on ne veut pas aller là-bas. Mais en sommaire, si on devait récapituler tout ça. En sommaire, ça veut dire arrêtons de nous plaindre, investissons dans le continent. Même avec le peu que vous avez, vous pouvez avoir un impact. Je ne demande pas à toute la diaspora de revenir en RDC. Okay? Je pense qu'on a besoin que la diaspora puisse rester aussi en Occident parce qu'on a besoin de ce lien-là. Pour la jeunesse congolaise, la paresse tue. Okay? Et là, quand je parle de la paresse, je ne parle pas de la paresse physique. Parce que si tu vois les Wewa, c'est des gens qui travaillent fort. Si tu vois les gens qui transportent les sacs de ciment, c'est des gens qui travaillent fort. Je parle de la paresse intellectuelle et de la paresse sociale. C'est-à-dire qu'on ne pense pas loin, mais on ne sait pas vivre ensemble. Okay? On préfère la facilité de rester regroupés en tribus, en famille, en ça, au lieu de mutualiser nos efforts pour faire avancer les choses. Ça, je pourrais dire le vivre ensemble. Oui. Oublier l'individualisme qu'on a et savoir que c'est en communauté
en groupe qu'on peut faire avancer le pays. Oui, et que les buts individuels ne sont pas contradictoires au but communautaire. Oui. Merci beaucoup, Patrick, pour cette belle entrevue. Tu as parlé de points vraiment essentiels. J'espère que vous avez appris certaines choses en écoutant son entrevue. Comme on dit, on ne veut pas que toute la diaspora revienne au Congo, mais on veut que vous soyez conscients que c'est par nous que le Congo va pouvoir avancer, que ce soit la diaspora, que ce soit la jeunesse. Ici, on est dans un temps crucial pour pouvoir faire des sacrifices pour faire avancer notre pays. N'oubliez pas d'aimer la page et de vous abonner et surtout de partager les vidéos aussi pour que la communauté puisse grandir et qu'on continue à créer du contenu comme ça. Donc moi je vous dis à la prochaine et merci encore. Merci à toi.